Bonsoir à vous quand même, messieurs. Quand même, hein? Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Paquin, je travaille à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Je suis une matapédienne depuis maintenant 10 ans et ça me fait plaisir d'animer le cabaret au féminin ce soir avec Janie. Donc, pour ma toute première expérience d'animation, Janie Ouellette, intervenante chez Temps Plein Travail. Et je suis aussi matapédienne d'adoption depuis environ 5 ans. Et ça me fait plaisir d'accepter cette proposition lancée par le Centre de femmes. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. En fait, moi, j'ai été sur le conseil d'administration du Centre de femmes et Janie, je crois que tu es la présidente. Oui, pour la première ou la deuxième année. Pourquoi j'ai accepté l'animation ce soir? J'ai toujours été un petit peu révolutionnaire dans l'âme. Donc, à mon bal définissant, je suis allée avec un chandail de Che Guevara. C'est peut-être un petit côté de moi que vous ne connaissez pas, révolutionnaire. Puis, j'ai maintenant une belle jeune fille de 8 ans. Et je suis à même de constater à quel point les femmes qui nous ont précédées ont fait des luttes très importantes qui nous ont permis d'avancer. Donc, comme jeune femme de 34 ans, je suis très reconnaissante de ça. Et avec ma petite fille que j'ai maintenant, je souhaite qu'on puisse lui léguer en fait un beau patrimoine puis aller encore plus loin parce qu'on l'a vu cette année qu'il y avait encore beaucoup de luttes à gagner. Donc, pour ma part, j'ai accepté parce que je trouvais ça une belle continuité après quelques années en tant que membre du conseil d'administration de venir sur une scène. Et moi, je suis intervenante principalement avec une clientèle masculine. Donc, ça représente également un défi pour moi ce soir d'être présente et de vous accompagner, là, d'être devant une foule de femmes. Et je suis aussi étudiante à temps plein. Pour justement aider et soutenir de plus en plus les femmes dans une démarche en lien avec la santé sexuelle. Donc, voilà, j'ai aussi à cœur la santé des femmes. C'est ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Janie. Et notre thème de ce soir, Janie et moi, on est féministes et on le sera tant qu'il le faudra. C'est le thème de notre cabaret au féminin. Vous le savez, les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes autochtones, les violences sexuelles révélées aussi par le mouvement Moi aussi, l'impact sexiste du néolibéralisme et des mesures d'austérité, dont les coupes dans les services publics, l'absence d'équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l'égalité déjà atteinte, les barrières dressées devant les femmes qui se perpétuent, on le sait, année après année. Le mouvement féministe continue de lutter pour que disparaissent toutes ces barrières qui nous freinent. À l'approche des élections provinciales, on entend des beaux discours qui réaffirment que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale. Et en fait, dans les faits, les inégalités économiques et sociales sont toujours présentes pour les femmes. Donc, nous sommes et nous serons féministes tant qu'il le faudra. Alors, avant d'inviter Mme Céline Raymond, notre présidente d'honneur, à venir nous rejoindre sur la scène, je vais faire une brève introduction. Mme Céline Raymond, une femme présente dans son milieu, a été choisie comme présidente d'honneur en cette journée dans la Matapédia. En plus de son rôle de mère et maintenant de grand-mère, Mme Raymond a cumulé dans son cheminement professionnel plusieurs rôles passionnants. Enseignante, directrice d'école, coordonnatrice Cosmos, bénévole, présidente du conseil d'administration du Centre Éclosion, représentante des organismes pour Centraide Bas-Saint-Laurent, ainsi que d'autres causes dans lesquelles elle s'implique. Donc, j'inviterai chaleureusement Mme Céline Raymond à monter sur la scène. Bonsoir tout le monde. C'est avec grand honneur que j'ai accepté d'être la porte-parole de l'édition 2018 de la Journée de la femme. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la parole facile. Toutefois, quand on m'a demandé d'écrire un texte sur la femme que je suis, je peux vous dire que ça m'a donné tout un défi, puis que j'ai été obligée de demander un peu d'aide à mon entourage pour pas que ça dure pendant 30 minutes, mon allocution.
Donc, en résumé, malgré mon parcours atypique et les nombreux défis que la vie a mis sur ma route, je peux dire avec fierté que je suis une femme engagée dans mon milieu, puis que la cause des femmes me tient à cœur. Dès mon jeune âge, j'ai été une enfant pour qui l'école n'était pas une partie de plaisir. Je ne voulais pas aller à l'école. Pourtant, j'y ai resté longtemps. C'est grâce, entre autres, à une femme de cœur qui m'a servi de modèle que j'ai raccroché à mon parcours scolaire. En 3e année, il y a une professeure qui m'a dit « Ma petite Céline, tu peux faire de grandes choses. Tu vas embarquer dans un comité, puis on va faire des choses après l'école avec des amis, puis on va organiser des activités. » Et c'est comme ça que le professeur Bibiane Chabot a réussi à m'accrocher à l'école. Donc ça l'a comme teinté ma vie par la suite. Puis c'est comme ça que je suis devenue une directrice d'école qui voulait faire plein de belles choses, développer mes écoles pour les enfants de demain. Donc, c'est une femme qui m'a aidée, qui m'a servi de modèle. Ensuite, j'ai débuté mon cégep à 18 ans, puis c'est à 28 ans que j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai été à 18 ans, j'ai arrêté 2 ans après, j'ai arrêté encore. Je voulais tout essayer. Donc, il fallait que je fasse mes propres expériences comme femme. Et à travers mon rôle de mère, maintenant de grand-mère, j'ai accumulé dans mon bagage professionnel plusieurs rôles passionnants. Enseignante pendant 14 ans, directrice d'école durant 14 années, coordonnatrice maintenant de Cosmos Matapédia, bénévole, présidente du conseil d'administration du Centre Éclosion, représentante des organismes pour Centraide Bas-Saint-Laurent, ainsi que d'autres causes dans lesquelles je me suis impliquée. En tant que jeune femme, j'ai également dû faire face à l'injustice du meurtre de ma sœur Sonia, qui encore aujourd'hui me bouleverse et me rappelle à quel point le respect des femmes demeure un enjeu de société. En dépit de cet événement tragique, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie des gens inspirants, particulièrement des femmes qui m'ont servi de guide et m'ont enseigné la persévérance et l'implication dans ma communauté. Par mon exemple et ma passion, je crois pouvoir dire que j'inspire à mon tour des femmes qui, comme moi, font face à des défis et pour qui la vie est parsemée d'embûches. Par mon rôle de porte-parole, je vous invite donc à réfléchir sur l'impact qu'une ou des femmes ont pu avoir sur votre vie. En cette journée de la femme, je vous invite à penser à ces femmes qui font la différence et qui, comme moi, s'impliquent avec passion et dévouement pour le bien des autres. On a besoin des femmes. On a besoin d'être là pour faire du bien puis de montrer le chemin. Merci, je vous souhaite une très belle soirée. Alors, une belle soirée comme ça ne s'organise pas seule. Et pour vous parler du point de départ et de l'inspiration de la soirée matapédienne, j'invite Mme Hélène Daou, membre du comité organisateur. Bonsoir. Le comité organisateur du 8 mars a décidé cette année de mettre l'accent sur des femmes remarquables d'hier à aujourd'hui. On a eu l'idée après avoir visionné un DVD sur les filles du roi. Sans ces femmes intrépides, notre nation francophone n'existerait pas. Leur arrivée marque le moment où la femme entre dans l'histoire de l'Amérique. Avant, c'était l'histoire des soldats,
des colons, des marchands, des représentants du roi. C'est en 2013 qu'au Québec, des femmes décident de commémorer le 350e anniversaire de l'arrivée des filles du roi en Nouvelle-France. Le gouvernement péquiste a alors décidé de reconnaître officiellement cet événement, l'arrivée des filles du roi, comme un fait historique important. En une décennie, de 1663 à 1673, environ 800 filles du roi arrivent en Nouvelle-France afin d'assurer le peuplement de la colonie. Certaines décèdent pendant la traversée périlleuse, quelques-unes retournent en France. Mais les registres précisent que 733 filles du roi se marieront, la plupart en moins d'1 an. La moyenne d'âge était de 24 ans. Certains préjugés stipulent que les filles du roi étaient des prostituées, mais cela ne tient pas la route puisqu'elles auraient présenté des problèmes de santé et de fécondité. Au contraire, les filles du roi étaient recrutées consciencieusement et devaient correspondre à des critères précis, tels que provenir d'une bonne famille et ne pas être disgraciées par la nature. Donc, nos 733 filles du roi mariées auront en moyenne 9 enfants, une moyenne plus élevée qu'en France. Au total, elles donneront naissance à plus de 4 500 enfants. On estime que 50 des francophones de l'Amérique sont issus des filles du roi. En plus d'être mères de familles nombreuses, ces dernières méritent décidément le titre de mère de la nation. Elles ont forgé notre société québécoise en transmettant la langue, la culture, les valeurs, le sens du devoir et du travail. Nous sommes les descendantes de ces femmes courageuses, résilientes et audacieuses. Soyons fiers de ces racines. Rendons hommage à nos aïeuls en partageant ces faits et en racontant leurs exploits à notre entourage. Vive les filles du roi, mères de notre nation francophone d'Amérique. Tout au long de la soirée, différentes personnalités féminines historiques que vous avez peut-être pu apercevoir viendront se présenter afin de vous faire connaître leurs réalisations et les luttes qu'elles ont dû livrer pour accomplir leurs ambitions. Écoutez-les attentivement. En fin de soirée, nous vous proposerons un petit quiz afin de vérifier ce que vous avez retenu. Merci. Bonne soirée. Alors, on va enchaîner avec un numéro. Il s'agit de Marie-Josée Brault, une passionnée de la chanson, une femme qui aime interpréter ses chansons et qui sait partager celles des autres. Chanson Évangéline de Michel Comte, d'hier à aujourd'hui. Il y a de ces femmes qui passent inaperçues et qui, dans l'adversité, ont su persister afin de survivre à l'invivable. Au travers de l'histoire de la déportation de 1755, voici donc l'histoire d'un peuple, celui des Acadiens, et des femmes qui ont laissé leurs traces. Donc, place à Marie-Josée Brault. Je suis à la bonne place. Les étoiles étaient dans le ciel, pendant les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner, et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village.
Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées chaque jour. Il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un grappin un inconnu, le vieillard mourant de faiblesse. Dans la lueur du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan porte ta voix, le vent du sud porte ta croix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'histoire d'une patrie dont dépasse les frontières. Ton nom, c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline, merci, bonne soirée à vous.
Je suis née Élisabeth Cook. Mon père est un Français né à Montour. Ma mère est algonquine. Marie Météo Mégocook. Je me suis mariée à 20 ans avec un homme 20 ans plus âgé que moi. Quand il disparut, j'ai 26 ans, jeune, pleine d'ambition, séductrice. Je suis très occupée par la petite et la grande politique, mais aussi par le commerce de traite de fourrure de mon mari disparu. Dans ma vie, j'ai eu 3 hommes importants. J'ai eu 4 enfants de ces hommes-là. 2 d'entre eux ont été confiés à ma mère par sécurité. J'ai une fille, d'ailleurs, dont j'ai jamais pu dire qui était son père, parce qu'elle était vraiment en danger. J'ai rencontré Lamotte Candilac, le fondateur de Détroit, et qui s'est appliqué à détruire ma réputation. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'aimait ou par jalousie. Mais bon, il disait à tout le monde que j'étais de mœurs légères et qu'il trouvait affreux, dans le fond, que les gens de bonnes mœurs soient témoins de mon dévergondage. Bon. N'empêche que moi, j'avais une arme redoutable. Je parlais couramment 3 langues, algonquin, huron et français. Plus tard, je vais apprendre l'iroquois et l'anglais. Il n'aimait pas ça, le monsieur. J'étais trop intelligente. Et j'étais une fine politicienne en plus. Il a quand même réussi à me faire mettre sous les verrous à Québec. Pendant que j'attendais mon procès, moi, j'avais une bonne réputation. Hein? Et pendant que j'attendais mon procès, le chef de la nation d'Ottawa, il a décidé que j'étais une évadée, lui. Alors, je me suis évadée avec lui et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pendant que j'étais avec mon grand chef de la nation d'Ottawa, Candilac, il a dû me laisser tranquille parce que l'histoire ne le dit pas, mais en 1700, les Amérindiens avaient beaucoup de pouvoir et ils avaient de l'influence sur les visées politiques des Français. Ils leur faisaient souvent changer d'idée quant à l'occupation du territoire. Finalement, j'ai quitté après 4 ans la nation d'Ottawa. Alors, Candilac a recommencé. Oui. Donc, ma mauvaise réputation a repris. Par contre, j'ai réussi à avoir de l'influence et à apprendre finement la politique dans cette belle nation. Plus tard, j'ai rencontré mon bel Iroquois. C'est l'amour de ma vie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet homme-là. J'ai eu 2 enfants avec cet homme-là. Je les ai inscrites à l'école anglaise Quaker. Oui, parce que dans ma famille, on n'aimait pas les Français. Ma sœur aînée a été violée et tuée par 3 bourgeois et à cause de leur position, ils n'ont jamais payé pour leurs crimes. Donc, sous aucune considération, j'aurais fait mes enfants français. Donc, je voulais qu'ils apprennent la culture anglaise. Bon, mais mon bel Iroquois, il a disparu avant moi. J'ai eu un grand chagrin. Finalement, je suis décédée, je suis morte à 85 ans, un âge vénérable en 1752. C'était une période très difficile, très dure. Ironiquement, je suis décédée dans un manoir qui a été construit par les Anglais, mais qui ressemblait en tout point à un manoir de la Nouvelle-France. Oui, mais bon. C'est correct, ça me convenait. C'est mon fils qui l'a fait construire, donc c'était bien. Alors moi, j'ai été séductrice avant l'heure. Moi, j'ai été coureuse des bois. Ah oui, j'ai été espionne à la solde des Anglais. Et les Français l'ont su, d'ailleurs, que c'était pour les Anglais que je faisais ça, moi. Jamais pour les Français. J'ai été algonquine. J'ai été canadienne-française. J'ai été iroquoise. J'ai été presque anglaise. Mais moi, là, j'ai tout choisi. Moi, j'ai choisi mon monde. Moi, là, j'ai choisi mon nom parce qu'à la fin de ma vie, je m'appelais Isabelle Montour.
Mhm. Et Madame Montour, quand elle allait dans les salons des bourgeois, hein, de la grande bourgeoisie, elle savait parler couramment français. Puis en plus, quand je ponctuais avec de l'iroquois, j'impressionnais tout le monde. C'était vraiment merveilleux. Alors moi, j'ai choisi mon monde, j'ai choisi mon nom et j'ai choisi mon parti. Attends un peu que je me souvienne, oh quelle vie d'aventure fut la mienne. À 95 ans bientôt, j'en ai vu tellement, presque trop. Avec mon beau Jean-Baptiste, toute une vie sur les pistes. Où tu vas, j'irai. Bonsoir, Où tu vas. je m'appelle Anne Gendreau, je viens de Poitou. Je suis venue vous raconter pourquoi je suis venue m'installer ici en Nouvelle-France. Je suis une fille du roi. Un jour, le curé est venu voir ma mère pour lui dire que le bon roi Louis XIV cherchait à peupler ses colonies françaises. Il avait besoin des filles comme moi, vaillantes, travaillantes et surtout bonnes catholiques. Vous savez, en France, à cette époque, ça faisait déjà 100 ans qu'il y avait la peste, des famines. Les gens étaient malades. Pour moi, travailler, si j'avais un emploi, c'était comme bonne ou couturière. Sinon, pour manger, mendier. Quand j'ai entendu parler des possibilités d'aller dans un autre pays, de manger à ma faim, qu'il y avait des terres et du gibier à profusion, que je pourrais avoir un mari, une famille, bien, un avenir, ma décision était prise. Il me manquait juste à partir. Ça fait que j'ai ramassé le certificat de bonne mœurs que le curé m'avait donné, mes quelques armes, puis je suis partie pour La Rochelle. Là-bas, je suis allée retrouver d'autres compagnes. Il y avait des filles des hospices, des hôpitaux de Saint-Sulpice. Donc, en 1663, avec elle, on s'est embarqué sur un navire. La durée du voyage, 111 jours. Il y avait des hommes d'un côté, il y avait divisé ça. Il y avait des femmes de l'autre. Puis en dessous, sur l'autre plancher, il y avait des animaux. Mais 111 jours, la nourriture a manqué. Une personne sur 3 est morte. Mais avec le temps, on a appris à se connaître, les filles puis moi. Il y avait des filles de 14 ans, il y avait même des femmes jusqu'à 35 ans. Il y avait des mères avec leurs enfants. Mais les 3/4 étaient comme moi. On était orphelines de père. Quand on dit orpheline, on n'a pas de dot pour se marier. Il y en a même qui ont renié leur religion protestante pour pouvoir embarquer sur le navire. Après 111 jours, on est arrivés épuisés, malades, à Québec. C'est les Ursulines qui nous ont reçus. On était 38. Ils nous ont aidés, ils nous ont nourris. Ensuite, Mme Pelletry, avec Marie de l'Incarnation, ils ont organisé des soirées, des belles soirées, parce qu'il fallait faire des présentations. Puis, mais c'était fait avec respect, parce qu'il y avait quand même 6 hommes pour une femme. Puis pour la première fois, on avait le droit de choisir notre mari. Pourquoi s'en priver? Ça fait qu'on choisissait un homme qui avait un peu d'avoir, parce que notre futur, il fallait qu'il y ait une maison, une cabane, un peu de terre. Moi, j'ai vu tout de suite Jean-Baptiste Gagnon, un bel homme grand avec un regard bien franc. Tout de suite, nos deux, là, ça a fonctionné. 2 semaines après, on avait signé notre contrat chez le notaire. Puis quelques semaines après, on s'est mariés à l'église, comme de raison. D'autres, plus difficiles ou moins chanceuses, ils ont signé jusqu'à 3 contrats de mariage pour les annuler après. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait eu droit à un bon homme comme moi.
La vie était difficile là-bas. Il fallait défricher, il fallait abattre, puis il fallait porter les enfants. Il y avait aussi, il ne fallait pas oublier, une madame, elle s'appelait Anne Gasnier. Elle avait été engagée par Jean Talon pour trouver des femmes un peu plus en campagne en France, parce que nous autres, on n'était pas très délurés. On était surtout des citadines. Ça fait que quand elle les ramenait de la France par ici, bien, elle leur montrait quelques techniques ménagères puis quelques techniques d'agriculture. Après ça, elle les présentait aux hommes. Ça fait que cette femme-là, elle a fait signer 300 contrats de mariage. Là, je veux vous dire que j'ai eu un bel avenir pour mes enfants. J'ai eu 10 enfants. J'en ai 4 qui sont morts et ma petite Marguerite, la plus vieille, avait été tuée par les Iroquois. Mais malgré ça, j'ai eu une belle vie. Je suis morte à 80 ans et je suis fière de ma descendance. Je m'appelle Anne Gendreau et je suis la fille du roi. Est-ce que vous passez une belle soirée? Super. Alors, notre prochaine artiste, Coralie Lavoie, est une jeune chanteuse de Sébec, âgée de 15 ans. C'est beau de voir toutes les générations réunies ce soir. Au cours des 2 dernières années, elle s'est classée en finale régionale de secondaire en spectacle, en plus de se produire à différents spectacles de la région. D'ailleurs, elle a participé au cabaret spectacle de la Journée des femmes l'an dernier et elle a tenu à renouveler son expérience cette année. Pendant la dernière année, elle a vécu une relation amoureuse oppressante à laquelle elle a mis fin, ce qui lui a donné l'idée de chanter « Je suis libre » de Michel Richard. Alors, mesdames, messieurs, en fait, mesdames, accueillez Coralie Lavoie. Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre et je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras, je sais ce que tu feras quand je voudrais m'en aller. Tu ne peux m'en empêcher. Je suis libre. N'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre. N'essaie pas de savoir où je vais. Je sais ce que je dirai. Je sais ce que je ferai. Je veux vivre enfin ma vie comme j'en avais envie. Car moi, j'aime m'amuser. Je tiens à ma liberté. Je sais qu'un jour le vrai bonheur viendra s'installer dans mon cœur. Hey! Oh no! Oh, no, no, no! Oh non, non! Je suis libre. Merci. Très belle prestation pour une jeune de 15 ans. C'est étonnant.
Donc, pour le prochain numéro, Marie-André Mathieu, maraîchère biologique depuis 10 ans, maman de 4 enfants, accompagnée de sa sœur Nathalie Mathieu, maman de 2 enfants également, qui travaille au niveau de la protection de l'environnement, nous propose un sketch qui veut nous faire prendre conscience du rôle des femmes en agriculture depuis toujours et surtout leur rôle actuel dans leur choix de consommation. Donc, pour vous mettre en contexte, un reporter se rend en Inde pour rencontrer Vandana Shiva, qui a reçu le prix Nobel alternatif en 1993. Vandana lui explique que les femmes ont depuis toujours été les protectrices de la vie, autant au niveau familial avec les enfants et le village, mais aussi avec l'élevage des animaux, la culture des fruits et légumes et également la production des semences. Donc, place à ces 2 femmes. Merci, bonsoir. Alors, nous nous retrouvons en Inde. Vous pouvez nous imaginer dans une rizière, en compagnie de Vandana Shiva. Vandana Shiva est une écrivaine, une chercheuse scientifique, une écologiste, une féministe. Elle est lauréate de plus d'une dizaine de prix Nobel et a, entre autres, obtenu le prix Nobel alternatif pour son implication dans amener les femmes et l'écologie dans le discours du développement moderne. Bonsoir, Vandana Shiva. Bonsoir. Vous faites la promotion de l'implication des femmes dans un monde durable, socialement et environnementalement. Tout d'abord, nous vous aimerions savoir quel est le point de départ de votre mobilisation. C'est quand ma forêt préférée et mon ruisseau préféré ont disparu suite au travail des entreprises que j'ai su que je devais m'impliquer et faire quelque chose pour changer ce qui se passait. À ce moment-là, il y avait déjà un mouvement en place pour protéger les forêts. C'était le mouvement des câlins. Ça consistait simplement à ce que chaque femme, avec ses bras, entoure un arbre pour lui faire un gros câlin. Et les femmes disaient, les compagnies devront nous tuer avant de tronçonner le prochain arbre. Parce que les femmes savaient que les arbres protègent nos sols qui nous nourrissent. Les arbres nous fournissent les fruits, le bois pour nous chauffer. Les arbres fabriquent l'air qu'on respire. Les arbres protègent l'eau. On ne peut pas les traiter comme on traite une mine de cuivre. Qu'est-ce qui est arrivé à cette manifestation des câlins? Suite à la manifestation des câlins, les compagnies ont arrêté de bûcher les forêts qui nous appartenaient. En même temps, ailleurs sur la planète, d'autres femmes ont manifesté et ont réussi à arrêter des compagnies minières. D'autres encore ont réussi à arrêter Coca-Cola qui s'appropriait l'eau potable de certains villages. D'autres ont arrêté des déversements chimiques qui atteignaient les nappes phréatiques et qui donnaient des cancers à leurs enfants. Partout sur la planète, des femmes se sont battues pour protéger la diversité et la vie. Et comment redonne-t-on le pouvoir aux femmes? Je n'aime pas quand on parle de redonner le pouvoir aux femmes. En fait, les femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne le pouvoir. Les femmes sont le pouvoir. C'est grâce à leur solidarité qu'elles peuvent changer les choses. Et pourquoi ce sont des femmes qui ont hérité de ces dossiers? Les femmes sont un peu comme les canaris dans les mines. C'est elles qui sont à la base. C'est elles qui prennent soin des petits, des plus démunis, des personnes âgées, des petites fermes familiales, des animaux, des sols où les jardins poussent. Alors, c'est elles les premières à voir les signes des politiques destructrices qui sont données par les sociétés patriarcales. C'est elles qui, depuis des générations, ont fait une agriculture de subsistance, qui ont pris soin des sols, des enfants. Alors, c'est les premières, et elles savent qu'elles vont avoir à nourrir la prochaine génération. Elles savent qu'elles vont avoir à prendre soin encore. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est les femmes qui ont été les premières à porter ces dossiers. Et comment ces savoirs que les femmes ont peuvent-elles être rendues à la prochaine génération pour améliorer la qualité de vie? Les femmes deviennent les enseignantes de notre temps pour une transition vers une planète verte. Elles vont pouvoir s'impliquer de plein de façons. J'ai fondé l'Université des grands-mères. Alors, les grands-mères partagent leur savoir sur tous les aspects de la vie.
la naissance, l'éducation, la nourriture, mais principalement sur les valeurs de solidarité. Et aussi, les femmes pourront s'impliquer dans les niveaux politiques. Ça a été prouvé statistiquement que plus de femmes s'impliquent au niveau politique, plus le bien-être de la communauté augmente. Et je vous ai déjà entendu dire qu'il faut mettre le leadership dans les mains de ceux qui savent prendre soin. Oui, en fait, en tant que scientifique et de personne qui est impliquée depuis plusieurs années, je peux vous dire que 99% de la population mondiale est à risque présentement. Et je peux penser sérieusement qu'il y a deux possibilités devant nous. Soit les femmes vont s'impliquer à tous les niveaux politiques, ou soit nous allons assister à une extinction de l'humanité sur la planète. Les femmes savent prendre soin et savent qu'il est possible de partager et que tout ne doit pas être privatisé et breveté. Comme un peu les compagnies qui ont le monopole sur les semences, par exemple les semences OGM. Exactement. Les petits paysans produisaient chaque année des semences, des variétés ancestrales qui poussaient bien dans leur région. Et depuis que les OGM sont arrivés, ils sont obligés année après année de racheter les semences. Ils ne peuvent plus produire, donc ils dépensent plus d'argent pour produire des aliments qui sont moins adaptés à leur climat. Mais comment faire pour nourrir une population toujours grandissante? Je crois que le partage favorise l'abondance. Et là-dessus, je vais citer Gandhi. Gandhi a dit « La terre fournit assez pour satisfaire les besoins de tout le monde, mais pas assez pour l'avidité de certains. » C'est bien dit. Et quel est le rôle le plus important pour les femmes? Les femmes vont nous enseigner qu'assurer le futur est le devoir de l'humanité. Elles ont un rôle important pour redéfinir la prospérité. On va passer d'une économie de l'avidité à une économie du soin. Soin aux enfants, soin aux plus démunis, soin aux personnes âgées, soin à la terre qui nous nourrit, à l'eau qui nous permet de boire, à l'air que l'on respire. Toutes ces choses que je viens de nommer sont dans l'invisibilité présentement. Mais on va les faire passer, nous les femmes, pour qu'ils fassent partie du PIB. Donc, les femmes, leur rôle, c'est de se rappeler que prendre soin, c'est important. Au quotidien, prendre soin des enfants dans notre rue, prendre soin de notre voisine qui est toute seule à élever ses enfants. Aussi, prendre soin des femmes à l'autre bout de la planète en achetant les vêtements qui sont faits avec le respect, en achetant les aliments qui sont produits dans le respect aussi. Merci beaucoup, Vandana Shiva. On peut vous lire avec Le Cercle Virtueux et d'autres livres dont vous êtes l'auteur. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames. Très intéressant. Suzy Black adore le ski alpin. Elle a un chalet à Val-d'Irène où elle passe beaucoup de temps en hiver. Le reste de l'année, elle demeure à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle enseigne le français comme langue seconde. Elle adore aussi chanter et chante d'ailleurs dans une chorale francophone depuis plus de 30 ans. Elle dit souvent qu'elle est une francophone wannabe et qu'elle a une âme francophone. Alors, ce soir, par la magie de la technologie, elle sera en duo avec Martin Deschamps pour nous interpréter « Croire ». Voici Suzy Black. Bonsoir. Alors, comme elle vous a dit, je vais vous chanter avec Martin Deschamps, qui n'est pas ici, Croire. Je pense que les paroles de cette chanson sont très appropriées pour le thème de ce soir. Quand on pense aux femmes qui ont travaillé si fort, qui ont cru et qui ont travaillé si fort pour nous. J'aimerais vous lire les paroles, juste parce que ouais. Croire, il suffit de croire, et tout refait, et tout renaît, tout est refait, la vie n'est rien contre l'espoir.
Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencer. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire. Croire comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Vie vêtue de deuil. Croire, vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur, risquer sa peau, tout comme le font les fleurs, quand leurs pétales montrent leur cœur. Croire, il suffit de croire, la nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir quand on veut croire. Il suffit de croire, et comme l'amour, on gagne toujours, on ne peut rien contre l'espoir. Suffit de croire. Croire quand la vie nous fait ses mauvais coups. Croire en nous et se tenir debout, voir la victoire malgré tout. La victoire. Croire, c'est ça. Merci. Croire, il suffit de croire, et tout refait, peut rien contre l'espoir. Croire, il suffit de croire, tout est recommencer. On a la vie qu'on rêve d'avoir, suffit de croire, ou croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, reprend ses feuilles, vie vêtue de deuil. Oui, croire, ou vivre, et qui ont peur, les fleurs, comme le font les fleurs quand leurs pétales montrent leur cœur. Croire, il suffit de croire. La nuit, matin, le bonheur cherche à nous revoir. Croire, ou de croire, et comme l'amour gagne toujours, on ne peut rien contre l'espoir. Suffit de croire, ou croire, un mauvais coup. Croire en nous et se tenir debout. Voir la victoire malgré tout, la victoire, croire, refuser la nuit, oh oui, croire, comme on pousse un cri, un immense oui, à la vie. Merci. Merci, Martin. Bonsoir. Je suis née Marie-Clara Dorimène-Roy. Je suis née à Sorel en septembre 1858, dans une famille très modeste et dépourvue d'instruction. Mes parents ne peuvent ni l'un ni l'autre écrire leur nom. Je suis la 5e enfant d'une famille de 11. Devant la précarité de la situation, ma mère me confie à sa sœur, Louise, qui demeure à Lévis, qui n'a pas d'enfant. En plus de me considérer comme leur propre enfant, on me donne une belle instruction et une aisance de famille. Après avoir terminé mes études, je fais la rencontre d'un beau jeune homme qui s'appelle Alphonse. Alphonse Desjardins.
Peut-être vous le connaissez. Il vit dans la même paroisse que moi, à quelques rues. Il travaille comme journaliste dans un quotidien à Québec, un quotidien conservateur. Comme nous sommes tombés en amour, on se marie le 2 septembre 1879 dans ma ville natale. J'ai alors 20 ans et lui en a 24. Nous nous installons à Lévis et nous aurons 10 enfants. Au début des années 1900, je travaille fort avec Alphonse pour la fondation des premières caisses populaires de Lévis. L'ouverture se fera donc le 23 janvier 1901 et le siège social sera dans notre maison familiale. Après plusieurs années, il y a eu plusieurs caisses ouvertes, souvent dans des maisons familiales, et c'était les femmes qui en avaient la gérance. Excusez-moi. Depuis quelques années, Alphonse occupait déjà un poste de sténographe français au débat à la Chambre des communes à Ottawa, ce qui l'oblige, environ 6 mois par année, à s'exiler dans cette région. Alors, pendant son absence, c'est les dirigeants de la Caisse qui s'occupent de la gérance en alternance, toujours bénévolement, bien sûr. En 1903, comme ça demande beaucoup de travail, à ce moment-là, il n'y a aucun administrateur qui donne leur nom. Alors, Alphonse est un peu inquiet de tout ça, m'en fait part. Alors, je lui offre mon aide et le conseil d'administration accepte avec joie ma nomination. Alors, je deviens donc la gérante de la Caisse populaire, sans le titre et sans salaire. C'était Alphonse qui avait le titre de gérant. Et toujours à ce moment-là, alors pendant 3 ans, j'ai été la gérante de la Caisse populaire dans ma maison, mais je devais aussi assumer les responsabilités familiales. J'avais pas de... Et mon plus jeune enfant avait à ce moment-là 1 an quand j'ai commencé la gérance. Alors, j'étais autorisée, au nom de la Caisse, à signer des chèques en bas de 500 $. Je pouvais prêter des sous, je pouvais faire des avances de fonds, je pouvais faire des dépôts, mais tout ce qui était légal, je ne pouvais pas signer. Alors, c'était soit Alphonse ou un administrateur qui devait signer à ma place. Je n'avais aucun pouvoir législatif à ce moment-là. Pendant les années qui ont suivi, j'ai aidé Alphonse dans les travaux de correspondance, propagande, comptabilité, fondation. Et lui décédera en 1920 à 65 ans, après 5 ans de maladie assez importante. Comme il n'avait pas préparé de succession aux affaires de la Caisse, j'ai dû continuer la tâche que je faisais. Je la faisais amplement, la tâche, depuis qu'il était malade. Donc, ça peut changer de choses. Alors, une partie de la tâche était l'organisation et la création de l'unité régionale des Caisses populaires des Jardins du district de Québec. Je décéderai à Lévis en 1932 à l'âge de 73 ans. Ce n'est que 100 ans après, en 2001, 100 ans après l'ouverture de la première Caisse populaire, que je fus officiellement reconnue fondatrice et que l'on m'accorde la même importance qu'on a accordée à Alphonse au niveau de la fondation des caisses. Le 8 mars 2012, Mme Green, qui est la présidente de l'Alliance coopérative internationale, souligne ma contribution exceptionnelle à l'avancement de la condition féminine et de la diffusion de l'État coopératif. Le 5 octobre 2012, le gouvernement du Canada annonce ma nomination comme personne historique d'importance. Et on va m'installer une plaque commémorative à côté de celle de mon mari, dans l'édifice qui abrite la Société historique Alphonse Desjardins, plaque que j'aurai 40 ans après la sienne. Alors voilà, je suis Dorimène Desjardins et je vous souhaite une belle soirée.
Bonsoir. Vous voyez que je porte à mon cou un instrument qui a été très utile durant toute ma vie et qui vous donne un petit indice du métier que je faisais. Alors, j'ai été médecin, mais ça n'a pas été facile. Je m'appelle Irma Levasseur. Je suis née le 18 janvier 1878 à Québec. Ma mère était cantatrice, qu'on disait à l'époque, et mon père était journaliste et rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait L'Événement. J'ai reçu la même éducation que toutes les filles de mon âge. J'ai été à l'école, j'ai fréquenté l'école primaire, élémentaire, comme on disait dans le temps, et je suis allée à l'école normale. Jusque-là, tout va bien. Mais j'avais toujours un grand rêve, devenir médecin. Mais c'était impensable à cette époque pour les filles, parce que les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'université. C'était la triste réalité. Mais j'avais la tête dure et je n'ai pas baissé les bras. Alors, j'ai décidé d'aller aux États-Unis étudier à Saint-Paul, au Minnesota, pendant 6 années. Et j'ai reçu mon doctorat en médecine. Mais quand je suis revenue au Québec, je n'avais pas le droit d'exercer. Ça a pris 3 ans avant qu'on me donne la permission d'exercer. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis après 3 ans, une loi spéciale a été montée pour que je puisse exercer, mais dans 3 domaines seulement: obstétrique, gynécologie et pédiatrie. Alors, on ne faisait pas confiance aux femmes trop encore, hein? Mais j'étais passionnée de la petite enfance. Ça m'avait toujours intéressée. Alors, j'ai décidé de travailler avec les enfants pour m'apercevoir qu'un enfant sur 4 décédait avant d'atteindre sa première année, avant d'atteindre 1 an. Et là, je me suis dit non, je vais me donner une mission, sauver la vie de ces enfants-là. Alors, j'ai travaillé auprès d'eux quelques années, auprès des orphelins, et puis je me suis dit non, là, il faut que j'aille plus loin. Alors, je suis partie en Europe pour me perfectionner, et là, je suis devenue chirurgienne et pédiatre. Là, j'avais au moins ça, je suis revenue au Québec. En revenant au Québec, j'ai ouvert une école qui s'appelait, j'ai ouvert une clinique pédiatrique sur la rue Saint-Denis à Montréal, où j'ai pratiqué encore quelques années. Puis, à un moment donné, par un heureux hasard, j'ai fait la rencontre d'une madame qui s'appelait Madame Justine Lacoste. Excusez-moi. Elle était la femme d'un riche banquier, M. de Gaspé-Beaubien. Et cette dame m'a aidée, avec ses moyens financiers, disons, à fonder un hôpital, l'hôpital Sainte-Justine, le premier hôpital pédiatrique au Québec. J'avais 30 ans. On était en 1908. J'ai travaillé auprès des enfants, mais là, j'avais acquis des connaissances dont j'étais plus apte. J'en connaissais plus au niveau des maladies infantiles et j'ai continué à travailler là. En 1915, un appel a été lancé auprès des médecins canadiens pour aller travailler en Serbie, où il y avait la guerre. J'avais du front autour de la tête. Je suis partie et j'ai soigné les gens à travers les bombes, la maladie, la fatigue et tout ça. J'ai donné 2 années de ma vie à travailler en Serbie. Et suite à ça, je suis revenue. Mais là, j'ai décidé d'aller travailler à New York pour la Croix-Rouge. Une autre expérience dans ma vie. Je reviens au Québec et cette fois-ci, je décide d'investir toutes mes économies dans la fondation d'un nouvel hôpital, l'hôpital L'Enfant Jésus. Alors, c'est encore un autre défi pour moi. Et j'ouvre une école pour les infirmes, comme on disait dans le temps.
Mais en réalité, ce sont aujourd'hui, on dirait, des handicapés physiques. Cette école-là s'est appelée l'école Cardinal Villeneuve. Parallèlement, j'avais un certain talent pour la peinture. Alors, j'ai été l'une des premières à m'inscrire à l'École des beaux-arts. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu de nombreux projets, mais j'ai toujours travaillé dans l'ombre et dans le silence. Quand je suis décédée en 1964, ça a été presque dans l'anonymat. Je n'ai eu aucune reconnaissance de mes pairs, aucun éloge de la presse. Ça a pris quelques années après ma mort avant qu'on reconnaisse l'apport que j'avais amené à la médecine au Québec. Toute ma vie, je suis allée au bout de mes rêves, qui était d'aider les gens et d'exercer le métier que j'aimais tant. J'espère avoir été un modèle pour toutes les jeunes filles qui sont venues après moi. J'espère que je leur ai donné l'exemple, celui de persévérer, d'entrer à l'université et d'exercer un métier qu'elles aimeraient. Alors, l'héritage que je souhaitais laisser aux futures femmes, ne jamais baisser les bras. Bonsoir. Notre prochaine artiste, je suis très, très heureuse de la présenter ce soir parce que c'est une amie. Elle est également directrice de la télévision communautaire depuis peu. Et c'est une jeune femme engagée avec peu de temps pour elle, on va se le dire. C'est une humoriste dans l'âme et en devenir. Simone de Beauvoir a longtemps été son idole et la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », c'est son leitmotiv. Maintenant, elle a 2 enfants. C'est une hockey mom, une soccer mom, une équitation mom et même une gymnastique mom. Donc, elle ne chôme pas. La notion « prendre du temps » pour elle, c'est vraiment abstrait. Hein, on va se le dire. Ce soir, elle prend du temps pour elle, pour vous faire rire, tout en vous faisant prendre conscience qu'être une femme, c'est un travail à temps plein. Elle vous propose donc un numéro d'humour et de féminisme. Les monologues du vagin reviennent pour une 2e année au cabaret au féminin parce qu'elle n'a pas tout dit. 5 minutes, là, c'est beaucoup trop court pour ce chef-d'œuvre. Donc, avec son texte percutant, accueillez Émilie Boulay-Chouinard. Merci, Isabelle. Bonsoir. Donc, vous êtes prête à entendre les monologues du vagin? J'imagine que ça ne vous met pas mal à l'aise que je dise vagin beaucoup de fois pendant 5 minutes. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, fait que là, je suis... Hein? Vagin, 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 vagin! Wouh! On le dit ensemble, 1, 2, 3! Vagin! Merci. Donc, commençons. Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en 2 mots? Tout doux. C'est toi? Nourris-moi. Je veux. Miam, miam. Oh ouais. Recommence. Non, là-bas. Lèche-moi. Reste là. Choix courageux. Réfléchis. Encore, please. Étreins-moi. On joue? Ne t'arrête pas. Encore, encore. Tu te souviens de moi? Entre ici. Pas encore. Wouhou, maman! Oui, oui. Berce-moi. Entre à tes risques et périls. Oh mon Dieu! Ou ça peut être oh mon Dieu! Dieu merci. Je suis là. Let's go. Trouve-moi. Merci bien. Hello. Trop dur. N'abandonne pas. Où est Brian? C'est mieux? Oui. Là. Là. Je trouve ça drôle. Donc,
Mon vagin en colère. Mon vagin est en colère, vraiment. Il en aura le cul. Mon vagin est furieux et il a besoin de parler. Il a besoin de parler de toutes ces merdes. Il a besoin de vous parler. C'est vrai, ça. C'est quoi ce truc? Une armée de gens là dehors qui inventent des moyens pour torturer mon pauvre vagin doux et aimant, qui passent leur journée à concevoir des produits dingues, à trouver des idées ignobles pour me saper la chatte. Enfoirés du vagin! Toutes ces merdes qu'ils essayent en permanence de nous enfourner. Ils veulent nous nettoyer le dedans, le fourrer, le faire disparaître. Eh bien, mon vagin n'a pas l'intention de disparaître. Il est furieux et il reste là où il est. Tenez, les tampons. C'est quoi ce truc à la con? Un putain de bouchon de coton tout sec, fourré là-dedans. Ils ne pourraient pas trouver un moyen de le lubrifier subtilement, leur tampon? Dès que mon vagin en voit un, il tombe en état de choc. Il dit « pas question », il se referme. Il faut travailler avec le vagin, lui présenter les choses, préparer le terrain. C'est à ça que ça sert, les préliminaires. Il faut le convaincre, mon vagin, le séduire, gagner sa confiance. Mais ça se fait pas avec un putain de morceau de coton sec. Arrêtez de m'enfourner des trucs. Arrêtez de me le fourrer. Arrêtez de me le nettoyer. Mon vagin n'a pas besoin d'être nettoyé. Il sent très bon tout seul et pas la rose. N'essayez pas de faire de la déco non plus. Ne le croyez pas, le type qui vous dit que ça sent la rose alors que c'est censé sentir la chatte. C'est qu'ils essaient de faire, de le nettoyer pour qu'il sente le désodorisant ou le jardin de printemps. Tous ces sprays de vagin, là, parfum floral, fruité, pluie. Je veux pas que ma chatte sente la pluie. Ah. Et puis, il y a tous ces examens. Qui les a inventés? Il doit y avoir un meilleur moyen de les pratiquer. Pourquoi cette angoissante blouse de papier qui vous rampe les tétons, qui crisse et qui se ratatine quand on s'allonge, si bien qu'on a l'impression d'être dans un papier froissé qui a été jeté à la corbeille? Pourquoi les gants de caoutchouc? Pourquoi la torche électrique là-haut, de façon Alice détective, est en train de lutter contre la gravité? Pourquoi les étriers d'acier dignes des nazis? L'horrible bec de canard glacé qu'on vous enfonce sans ménagement? C'est quoi tout ça? Mon vagin est en colère à chacune de ses visites. Il est sur la défensive des semaines à l'avance. Il se referme. Il refuse de se relâcher. Ça vous rend pas dingue, ça? Décontractez-vous. Relâchez votre vagin. Pourquoi? Mon vagin, il n'est pas idiot. Se relâcher pour que tu y plantes un bec de canard gelé dedans? Non, pas vraiment. Pourquoi ils ne peuvent pas trouver un exquis velours pourpre, m'envelopper dedans, m'allonger sur un dessus de lit en coton duveteux, enfiler des gants roses ou bleus, jolis et chaleureux, poser mes pieds sur des étriers recouverts de fourrure, chauffer le bec de canard, travailler avec mon vagin? Mais non, encore des tortures. Putain de morceaux de coton sec, le bec de canard glacé, la culotte string. C'est ça le pire. Les strings. Qui a inventé ça? Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ça bouge aussi. Ça bouge tout le temps. Ça se coince dans le raie des fesses. Vous avez le cul qui gratte. Le vagin est censé être libre et ouvert, et non pas comprimé serré. C'est pour ça que les gaines sont si horribles. On doit pouvoir bouger, se déployer. Les vagins ont besoin de confort. Fabriquer un truc comme ça, un truc qui leur donne du plaisir. Mais non, bien sûr, ils ne feront jamais un truc pareil. Ils détestent voir une femme éprouver du plaisir, particulièrement s'il est sexuel. C'est vrai, ça. Inventez-nous une jolie culotte en coton hyper doux avec un embout genre capote à picot incorporé, là. Les femmes passeraient leur journée à jouir. Elles jouiraient au supermarché. Elles jouiraient dans le métro. Elles jouiraient des vagins heureux. Non, non, ils ne supportent pas ça. Voir tous ces vagins qui se laisseraient faire, énergisés, excités, heureux. Si mon vagin pouvait parler, il parlerait de lui comme je le fais. Il parlerait des autres vagins. Il ferait des imitations de vagins. C'est un humoriste, mon vagin. Il porterait des diamants, pas de vêtements. Il serait juste là, drapé de diamants.
mon vagin a décidé de libérer un bébé géant. Je me disais qu'il le ferait encore, mais non. Maintenant, il veut voyager. Il n'a pas envie de voir trop de monde. Il veut lire et apprendre des choses et sortir davantage. Il veut du sexe. Il adore le sexe. Il veut approfondir. Il a soif de profondeur. Il veut de la bonté. Il veut du changement. Il veut du silence et de la liberté, et des baisers doux et des fluides chauds et des caresses profondes. Il veut du chocolat. Il veut crier. Il veut arrêter d'être en colère. Il veut jouir. Il veut vouloir. Il veut mon vagin, en fait. Il veut tout. Et pour terminer, c'est déjà la fin. C'est pas long, 5 minutes, hein? L'auteur du livre Les monologues du vagin, Elle Felsner, a demandé à une petite fille de 6 ans les questions suivantes. Si ton vagin était habillé, que porterait-il? Des baskets rouges et une casquette de baseball des Mets à l'envers. S'il pouvait parler, que dirait-il? Il dirait des mots qui commencent par V et par T. Tortue et violon, par exemple. À quoi te fait penser ton vagin? À une jolie pêche à la peau sombre ou un diamant que j'aurais trouvé dans un trésor et qui est à moi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton vagin? Quelque part, tout au fond de lui, je sais qu'il a un cerveau vraiment très intelligent. Et il sent quoi, ton vagin? Les flocons de neige. Merci, bonne soirée. Merci, Émilie, c'était fort agréable. Donc, la prochaine artiste, il s'agit de Ève Charret-Derry, native de la région. Elle est revenue à l'automne pour travailler comme inhalothérapeute à l'hôpital d'Amqui. Passionnée des arts de la scène depuis la plus tendre enfance, elle profite de cette occasion en or pour s'adonner à l'une de ses passions, le chant. Pour elle, la chanson « Tous les cris », les SOS, représente le cri en désespoir de tous ceux qui souffrent et qui n'arrivent pas à se faire entendre. Elle évoque la souffrance vécue par les femmes victimes d'agressions sexuelles, de violences conjugales et de toutes ces horreurs qu'on leur fait encore subir à travers le monde. C'est leur cri, en silence, qu'elle souhaite leur faire entendre ce soir. Comme un fou va jeter à la mer bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entoure comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris
à changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs et dans l'eau laissent une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs et dans l'eau laissent une trace dont les écumes font la beauté. Bravo! Chantal D'Amour est originaire de Valbriand, mais depuis bientôt 13 ans, elle habite à Amqui pour pratiquer le métier d'inhalothérapeute. En mars 2015, elle a eu l'idée folle d'écrire un roman, ou plutôt une trilogie. Et le mois passé, le premier tome de cette trilogie a été publié partout au Québec. C'est une histoire d'amour teintée de sensualité, spécifiquement écrite pour un lectorat féminin. Alors, inévitablement, ce qui la passionne jour, soir et nuit, c'est l'écriture. Écrire est pour elle une façon de s'évader, de rêver. En ce 8 mars, Journée internationale des femmes, elle s'est dit que ce serait bien de partager avec ses pairs le fruit de sa passion en leur lisant un extrait de son roman Délivrance, La proposition. Car en dehors de la romance et de la sensualité, plusieurs sujets y sont abordés, dont l'égalité et le respect au travail entre les hommes et les femmes. Une cause qui lui tient à cœur et qui a beaucoup progressé au cours des dernières années, mais malheureusement, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, on accueille Chantal D'Amour. Bonsoir à tous. L'extrait que j'ai décidé de lire est une scène que j'ai adoré écrire parce qu'elle laisse transparaître la force de caractère d'Emma Gravel, une gynéco-obstétricienne qui doit se battre constamment avec un collègue misogyne afin de faire valoir ses compétences de femme en chefferie. Pour moi, cette scène représente la lutte pour le féminisme. Alors, ça va comme suit. Je gribouille une note au dossier et passe par les toilettes du personnel avant de regagner le bloc. Étrangement, après avoir tiré la chasse, j'entends un sanglot étouffé provenant de la cabine voisine. Je fronce les sourcils, inquiète. On doit tapoter un code à 4 chiffres pour accéder à cette toilette. Alors ce ne peut être qu'une employée de l'hôpital. Baissant silencieusement la tête pour jeter un coup d'œil sous la cabine, je crois reconnaître les escarpins écarlates de son occupante. « Évelyne, c'est bien toi? » La femme renifle quelques coups, puis hoquette un « oui » timide. Encore plus inquiète, je m'empresse d'ouvrir la porte de ma cabine et toque 2 fois à celle d'Evelyne, la résidente qui travaille ici depuis un peu plus d'1 mois. En tant que chef de département, c'est moi qui gère tout problème concernant son stage. Evelyne, ouvre-moi, c'est Emma. Un silence perdure, puis, incertaine, elle ouvre lentement la porte. En découvrant son visage démoli, je sais immédiatement qui est la cause de son chagrin. Dr. Frank Garner. Je tente de rester calme le temps qu'Evelyne me raconte ce qui s'est passé avec Garner, mais plus elle entre dans les détails, plus je pèse contre lui intérieurement. Quelques minutes plus tard, j'entre en coup de vent dans le bureau des obstétriciens totalement furieuse. Il est assis devant un dossier, ses longs cheveux gris noués sur sa nuque.
Je vous l'ai déjà dit une bonne dizaine de fois, Franck. Laissez mes résidentes tranquilles. Il serait dit, reconnaissant ma voix, mais ne daigne pas tourner les yeux vers moi. Faudrait être un peu plus précise, Dr. Graville. Je croise les bras, le dos droit. Vous savez très bien de quoi je parle, fulminai-je avec une certaine retenue. Était-ce vraiment nécessaire de lui faire reprendre les sutures de l'épisiotomie? J'ai travaillé plusieurs fois avec Evelyne, elle est super compétente. Elle est pourrie, les points étaient larges et mal alignés. Foutaise, vous n'avez rien à lui reprocher et c'est ce qui vous a offusqué. Avez-vous seulement idée de l'humiliation qu'elle a subie? Vous auriez au moins pu lui parler en privé, pas devant la patiente. La pauvre a dû ressentir une insécurité horrible. Comment peut-elle garder confiance en son médecin après ça? C'était un manque flagrant de savoir-vivre. Le visage écarlate, il tourne vers moi un regard noir et retire nonchalamment ses lunettes rondes pour se frotter vigoureusement les yeux. Un mur de glace vient de se matérialiser entre nous. Et je réalise que, dans ma fureur, j'ai peut-être manqué de tact. Mais cet homme me donne envie de jouer aux fléchettes avec son portrait. Alors je ne m'arrête pas pour autant. Il serait grand temps de faire votre deuil de ce poste, Franck. Ça fait maintenant 2 ans qu'il m'appartient. Alors revenez-en. Il se lève de sa chaise grinçante, l'air menaçant, et bien qu'il soit un peu plus court que moi, il n'a aucune difficulté à me glacer le sang. Aussitôt, je prends conscience que je suis seule avec cet homme hostile, le pire rapace de l'hôpital, dans un petit local clos, et un malaise me fait perdre toute l'assurance avec laquelle j'ai foncé jusqu'ici. Je recule doucement vers la porte et agrippe prudemment la poignée pour être prête à sortir si le besoin s'en fait ressentir. Mais malgré ma peur, je garde le menton dignement relevé. « En revenir? Je n'en vois pas l'utilité, dit-il en s'approchant de moi. Vous n'avez pas l'étoffe de votre père pour gérer ce département. Tôt ou tard, vous laisserez tomber la chefferie et j'aurai enfin la chance de tout contrôler. » Je serre les poings pour réprimer mon envie de lui lacérer le visage avec mes ongles et prends une grande inspiration dans l'espoir de conclure notre échange le plus calmement possible. Ça, c'est ce que nous allons voir. Bonne journée, Dr. Garner. Merci beaucoup, Chantal. Donc, pour le prochain numéro, il s'agit de Mégane Martineau, 19 ans, passionnée de musique. Elle termine actuellement ses études au Cégep et a été acceptée à l'Université Laval en éducation primaire préscolaire. Elle sera accompagnée de Karine Lévesque, coordonnatrice à la Maison des jeunes d'Amqui, avec qui elle a également participé au spectacle des maisons de jeunes au Québec en 2015. Donc, pour le numéro, chant et guitare, Fais-moi un show de boucan, une composition des Sœurs Boulay. Mégane a choisi cette chanson parce qu'elle aime beaucoup les compositions des Sœurs Boulay et que celle-ci lui parle particulièrement. Full pin sur la veine, des lettres dans les mains, au moins on est 2. Le char sans le vieux, j'ai le hockey pour rien d'éclat, mes culottes, je perds la tête, oh, 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 oh. C'est le déluge dehors, mes mains devant mes yeux, ta bouche cramée. J'ai peur de te regarder, puis d'être gênée dans le noir au corps, ça te ferait cramper. On fait plus de balade au grand vent comme dans le temps qu'on avait 16 ans. Mais là, le feu est pris, cofagan. C'est que c'est presque la pleine lune. J'ai les yeux qui se roulent dans brume. Avant que je tombe en panne, fais-moi un chaud boucan. Puis ça presse. Tout nu sabre-t-elle. Je t'ai montré mon corps infrarouge, t'as dit t'es pas poli. T'as choqué 3 feux rouges. On s'est couché dans Gravel, j'ai dit c'est pas fini. Je perds
Antofagasta. C'est que c'est presque la pleine lune, j'ai les yeux qui se roulent dans brume. Avant que je tombe en panne, fais-moi un chaud bouquin, puis ça presse. Wow, 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 wow. Je suis venue au monde seule comme tout le monde. C'est seule que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qu'a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Bonsoir. Nous célébrerons le 25 avril le 78e anniversaire de l'adoption du projet de loi 18, accordant aux femmes du Québec le droit de vote et d'éligibilité. Moi, Thérèse Casgrain, née Forget, je fus à l'avant-plan de cette longue bataille parsemée d'embûches. Dotée d'une détermination peu commune, je fus pendant près de 20 ans le fer de lance de ce mouvement. Laissez-moi un peu vous raconter. L'accueil que reçut la première délégation de 400 personnes à l'Assemblée législative le 7 février 1922, après nous avoir écoutés poliment, le premier ministre Taschereau déclara: si jamais les femmes du Québec obtiennent le droit de vote, ce n'est pas moi qui leur donnerai. À partir de 1927, le comité provincial de ligne des droits des femmes, dont je suis la présidente, décida de présenter ce projet de loi annuellement, et ce pendant 14 années consécutives. Les militantes subissaient, c'est-à-dire de la part de certains députés, des grivoiseries, des golibets et même des remarques blessantes. J'ai gardé espoir et j'ai convaincu chaque année un député, et celui qui accepta de parrainer notre projet montra beaucoup de courage, car il savait que c'était une cause perdue d'avance. Et quant au climat social, le clergé s'y opposait fermement. Et vous savez que le clergé, à cette époque, était d'une très grande influence. C'était loin d'aider notre cause. Toute ma vie, j'ai préconisé qu'il fallait se questionner, prendre position et agir. Il est d'une importance de s'attaquer à des questions fondamentales comme la parité salariale, l'égalité dans les avantages économiques et la présence des femmes dans les conseils d'administration, dans les commissions royales et les parlements. Il en serait de même pour les compagnies où les femmes ajouteraient leur voix au conseil d'administration et ça pourrait insuffler des nouvelles cultures, davantage axées sur le bien commun. Ah, je m'emporte encore, vous voyez. Le mouvement de la libération des femmes n'est pas seulement féministe d'inspiration, il est aussi humaniste. Je souhaite que les hommes et les femmes se regardent honnêtement et qu'ils essaient ensemble de revaloriser la société. Voilà ce que je vous convie. Quelques dates marquantes de ma vie. Alors, j'étais présidente de l'Association des consommateurs du Canada. En 1970, j'ai été nommée au Sénat et je siégea pendant 9 mois sénatrice indépendante. J'ai été aussi médaillée de femme du siècle.
Les billets de 50 $, j'étais sur les billets de 50 $ de 2004 à 2012 et sur les timbres poste également. Je suis morte à 85 ans en 1981. Bonne journée de la femme, mesdames. Vers l'avenir, vers l'inconnu, ces enfants naissent d'une terre dont le fruit n'est plus défendu. Nous sommes pays d'eau et de vent, de ciel d'été, de ciel de neige, son cœur foyer, tison ardent, toujours battant, souffle les braises. Nous sommes pays que l'on se donne avec les mains. J'ai passé 30 ans de ma vie active en politique, dont 7 ans comme chef de parti. En 2012, j'ai été la première femme élue première ministre du Québec. Je me présente, Pauline Marois. Merci. Merci, chère concitoyenne. Je suis issue d'un milieu modeste. Mon père était mécanicien. J'ai pris conscience des différences entre les classes sociales en côtoyant des jeunes du milieu bourgeois pendant mes études. Cela m'a donné le goût de travailler à réduire les inégalités dans notre société. Donc, après mes études en service social, j'arrive à l'Assemblée nationale en 1981. Je suis réélue 8 fois. Pendant mes années au pouvoir, j'ai occupé 9 ministères, dont celui de la santé, l'éducation, les finances, le Conseil du Trésor et j'en passe. Je me suis aussi présentée à 2 courses à la chefferie que je n'ai pas remportées. Je suis tenace et persévérante. J'ai aussi fondé ma famille qui compte 4 beaux jeunes. Heureusement, j'ai été épaulée par mon conjoint et mes proches dans la délicate opération pour concilier travail-famille. J'avoue aussi avoir une constitution solide qui m'a permis de m'investir tant d'années en politique. La cause des femmes et des enfants m'a toujours tenue à cœur. En 1997, je dévoile la politique familiale du Parti québécois qui crée la CPE, les fameuses garderies à 5 $, ainsi que la maternelle 5 ans à temps plein. Ces mesures ont permis à des milliers de femmes, notamment des femmes chefs de famille monoparentales, d'intégrer le marché du travail. C'est ce qu'on appelle créer la richesse. Vous savez, la politique touche toutes les facettes de notre vie. À mon avis aussi, le ministère de l'Éducation est un des plus importants, car il en va de l'avenir de nos jeunes, de l'avenir de notre peuple. Vous savez, la politique est un sport extrême, mais on dirait qu'il n'y a plus de barrières pour les femmes. Rien ne m'a été épargné. On m'a reproché d'être trop bourgeoise avec mes foulards, mes bijoux. Est-ce qu'on se préoccupe autant de la tenue vestimentaire des hommes politiciens? On m'a aussi accusée d'avoir de l'ambition. Mais cela va de soi. Lorsque des personnes veulent changer des choses, est-ce qu'on reproche ce trait de caractère aux dirigeants masculins de ce monde? Alors, malgré toutes les embûches, j'ai quitté la vie politique au printemps 2014 avec le sentiment du devoir accompli, avec l'impression d'avoir été utile. Il y a tant de grandes femmes que j'aimerais mentionner ce soir. Laure Gaudreault, qui a fondé le premier syndicat des enseignantes. Judith Jasmin, pour son journalisme d'ouverture. Claire Kirkland-Casgrain, qui a redonné la capacité juridique aux femmes mariées dans les années 60. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Lise Payette, qui a aussi instauré l'assurance automobile, entre autres, envers et contre tous. Louise Arbour, qui a dirigé la première Cour pénale internationale.
Laure Varidel pour l'achat équitable, Françoise David pour la solidarité sociale, et j'en passe. Alors, gardons en mémoire toutes ces femmes remarquables d'hier à aujourd'hui et osons, chacune d'entre nous, changer les choses. Bonsoir. Fière de nos pionnières, n'est-ce pas? Bon choix de pionnière ce soir. J'espère que vous avez bien écouté les pionnières parce qu'on vous avait dit un petit peu plus tôt qu'il y aurait des membres du comité organisateur qui vous avaient préparé un petit questionnaire. Alors, mesdames, Chantal Plourde et Marie-Ange Lavoie vont se promener dans la salle pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bien écouté, parfait. Alors, on va leur remettre les micros pour qu'elles puissent aller vous questionner. Inquiétez-vous pas, là, c'est des petites questions faciles. Puis, ben, ça donne l'occasion de jouer à maîtresse d'école. Moi, j'aime ça. Puis moi, je vais C'est apprendre. moi qui commençais. Avec mes lunettes, là, excusez. Alors, j'ai des questions sur Mme Montour. Est-ce que vous vous rappelez quel grand avantage Mme Montour avait, qui était considérée comme une arme redoutable? Oui? Elle parlait 5 langues. Oui, c'est ça. Elle parlait 3 langues là, couramment, l'algonquin, le français et le huron. Une autre question sur Mme Montour. Vous rappelez-vous, Lamotte Cadillac était fondateur de quelle ville? Oui, Détroit. Vous êtes bonne! On continue, Marie. Alors, moi, je continue avec Anne Gendreau. Ça vous vous rappelez d'elle, la fille du roi? Combien de jours a duré la traversée? Oui! Et dites-moi pourquoi on... la question est... Je vais avoir des choix de réponse, OK? Les filles du roi étaient les prostituées des filles de joie, A. B, des filles de bonne mœurs et en bonne santé. Et C, toutes ces réponses. Fallait qu'ils soient de bonne famille. Maintenant, j'ai des questions sur Dorimène, mon amie Dorimène à côté. Est-ce qu'elle a été reconnue à sa juste valeur? Pauvre petite, hein? C'est terrible. Pourquoi? Ben, je pense que vous le savez, là, on ne le répétera pas. Elle a été gérante de caisse sans aucun titre et aucun salaire. C'est terrible, hein? Quelle reconnaissance a-t-elle obtenue 100 ans après l'ouverture de la Caisse populaire? Co-fondatrice, enfin. Elle l'avait toujours été, mais en tout cas, ils l'ont reconnue seulement 100 ans. Juste 100 ans après son mari. Alors, Voilà. des petites questions pour mon amie Irma. Quelle spécialité avait-elle le droit d'exercer quand elle a commencé? Pédiatrie, gynécologie et obstétrique. Elle n'avait pas le droit de toucher aux hommes. Hein? Les 2 hôpitaux qu'elle a fondés. Ah, Jésus. En tout cas, vous êtes bonne. On va passer à Mme Thérèse Casgrain, qui est venue il n'y a pas longtemps. Combien d'années Mme Casgrain s'est-elle battue pour que les femmes puissent... 14 ans exactement. Et puis, qu'est-ce que j'avais comme question? Qui faisait obstacle, il y en avait plein, là, qui faisait obstacle au projet de loi pour l'obtention du droit des femmes? J'allais dire un gros mot pour Tachereau, mais le Tachereau. Et le haut clergé aussi. Et en quelle année que le droit de vote finalement a été adopté? 1940. Au Québec. Elle n'avait pas dit. Elle avait Au dit Québec. l'année. Elle a dit que c'était un anniversaire, mais elle n'avait pas dit. C'est 1940. Et Mme Marois, maintenant, en quelle année elle est devenue première ministre? 2012. Et la dernière?
En 99, Pauline Marois dévoile une politique importante qui est la création des CPE, des garderies à Saint-Piastre. Quel avantage cette politique a apporté aux femmes? Plusieurs femmes ont pu aller travailler. C'est tout, vous êtes bonnes. Bravo. Est-ce qu'on avait... Oui, on a posé des questions. On a terminé. Merci. Bravo. Merci, Chantal et Marie-Ange. Et Chantal et Marie-Ange sont aussi dans le comité organisateur du cabaret au féminin. Oui, on peut les applaudir. Donc, on va vous demander, reste un petit mot, s'il vous plaît, juste de rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont derrière l'organisation de la soirée, qui ont contribué à ce que ce soit une réussite. Alors, on veut les remercier. Il y a l'AFEAS de Sébec, le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, la Fondation Laure Gaudreau, la MRC de la Matapédia. Et on aimerait inviter tous les artistes qui ont participé au cabaret à venir sur scène parce qu'on va prendre une photo avant que vous quittiez. Donc, c'est important que tout le monde, les artistes qui ont participé au spectacle, au cabaret, que vous montiez tout de suite sur la scène, s'il vous plaît. Et lorsque la photo sera prise, il y a Mme Nancy Bérubé du Centre de femmes qui aurait un petit mot de la fin à vous dire. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez rester un petit 5 minutes de plus avec nous, on serait bien contents. Puis on demande aux artistes de peut-être se dépêcher à monter sur la scène pour la photo. Juste un petit truc, vous pouvez quitter avec les ballons. En contrepartie, les poids qui soutiennent les ballons doivent demeurer sur les tables. Donc, les ballons, il n'y a pas de problème, mais les poids, on souhaiterait les garder. Merci beaucoup. Bien, je vais profiter du moment où les artistes vont venir nous retrouver sur scène, dans le fond, pour vous informer qu'à partir de lundi, le comité matapédien du 8 mars lance un sondage. Nous, on veut savoir quelles sont les femmes dans la Matapédia ou hors Matapédia qui se démarquent dans leur domaine, dans leur champ d'intervention. Alors, on vous invite à compléter ce sondage-là le plus nombreux possible. Il y a des femmes qui se démarquent à l'extérieur de la Matapédia dans des domaines comme le génie. Il y a des femmes qui ont fait des voyages humanitaires, mais il y a aussi des femmes ici, dans la Matapédia, qui font des choses exceptionnelles. Il y a des femmes qui font... qui sont aussi des proches aidantes et qui c'est exceptionnel aussi en soi, là. Donc, nous, on veut les connaître, ces femmes-là. Et c'est ça, vous allez retrouver le sondage à partir de lundi matin sur la page Facebook. Hein, on en a parlé beaucoup de la page Facebook du Centre, mais nous, les informations, ils passent beaucoup par la page Facebook du Centre. On va aussi le mettre en lien sur le site Internet du Centre de femmes. Hein. On a www.cfvm.ca. Oui, c'est ça, .ca. Il va être là aussi. Donc, je vous invite à compléter l'évaluation qui est sur votre table. C'est très important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer à chaque année. Et un dernier mot. Les beaux costumes qu'on a ici, là, sur scène, il y a Gina Poirier qui a travaillé fort pour nous les ajuster parce qu'on n'était pas belles de même il y a 2 mois. Non, vraiment, merci Gina. On est présentable à cause de toi. Merci beaucoup.